L'appel est arrivé un mardi, une journée vidée de toute couleur. Liam était assis dans le calme de son appartement, le silence étant une lourde couverture devenue sa seule compagnie depuis que Clara était partie. Le téléphone a bourdonné contre le béton poli de son plan de travail, une intrusion dure et inopportune. Il a vu le nom clignoter sur l'écran, Arthur Vance, son beau-père, un homme qui ne l'avait jamais regardé sans une lueur de dédain. Liam savait, avec une certitude qui s'installait comme de la glace dans son estomac, pourquoi l'homme appelait. Il l'a laissé sonner 3 fois avant de répondre, un petit acte de défi inutile. Liam, la voix à l'autre bout n'était pas chaleureuse. Elle était sèche, précise, le son d'un juge prononçant une sentence. Il n'y a eu aucune condoléance, aucune question bienveillante. Arthur n'avait jamais été du genre à faire des politesses sociales quand il estimait avoir la position supérieure, ce qui était toujours le cas. Arthur, a répondu Liam, sa propre voix assurée, calme. Il ne donnerait pas à l'homme la satisfaction de l'entendre craquer. J'appelle pour t'informer des dispositions pour Clara, a commencé Arthur, le mot informé portant le poids d'un décret royal. La cérémonie aura lieu vendredi à 11 h à la cathédrale Saint-James. Elle sera suivie d'une inhumation privée et d'une réception chez nous. Liam a attendu. Il savait que le coup de grâce allait tomber. Une botte à bout d'acier visait directement sur son cœur. Je veux être parfaitement clair, a poursuivi Arthur, son ton se durcissant encore, ne laissant aucune place à une mauvaise interprétation. Tu ne dois pas y assister. Tu n'es pas le bienvenu à la cérémonie. Tu n'es pas le bienvenu au cimetière. Et tu n'es certainement pas le bienvenu chez nous. La famille a décidé qu'il valait mieux que tu ne sois pas présent. Ce serait perturbant. Perturbant. Le mot est resté suspendu en l'air entre eux. Liam a pensé aux 7 années qu'il avait passées avec Clara, aux nuits tranquilles, aux rires partagés, à la façon dont elle se blottissait contre lui pendant qu'il lisait au lit. Il a pensé au fait de lui tenir la main dans la chambre d'hôpital blanche et stérile, au bip des machines, un cruel métronome décomptant leurs derniers jours ensemble. Tout cela, toute leur vie ensemble, était rejeté comme une perturbation potentielle. Je vois, a dit Liam. Ces 2 mots étaient tout ce qu'il parvenait à dire, pourtant il les a imprégnés d'une dignité tranquille qui, il le savait, exaspérerait Arthur plus que n'importe quelle dispute hurlante. Je compte sur toi pour respecter nos volontés, a dit Arthur. Ce n'était pas une question. C'est un moment pour la famille. Nous avons besoin de faire notre deuil sans aucune complication. L'implication était claire. Liam était la complication. Lui, son mari, l'homme qu'il avait aimé plus que la vie elle-même, était rejeté comme un étranger. Une note de bas de page dans la grande et tragique histoire de Clara Vance. Il a regardé autour de son appartement. Un espace que les Vance avaient toujours considéré comme ridiculement modeste. C'était minimaliste, oui, mais chaque meuble, chaque livre, chaque objet était choisi avec soin. Un reflet de la vie que lui et Clara avaient construite. Une vie vécue délibérément loin du désordre ostentatoire du monde de sa famille. Pour eux, ce sanctuaire tranquille était la preuve de son échec. De son incapacité à subvenir à ses besoins de la manière à laquelle ils estimaient qu'elle avait droit. Ils n'en avaient aucune idée. Ils voyaient un humble assistant d'architecte, un dessinateur, comme il l'appelait avec condescendance. Et ils ne voyaient rien d'autre. Ils n'avaient jamais pris la peine de regarder plus loin. Leur aveuglement était leur bouclier. Et Liam savait, avec un chagrin qui lui glaçait les os, que ce serait aussi leur perte. Au revoir, Arthur, a dit Liam doucement. Et il a mis fin à l'appel avant que l'homme ne puisse prononcer une autre remarque cinglante. Il est resté là un long moment, le téléphone à la main, le silence de l'appartement pesant sur lui une fois de plus. Il s'est dirigé vers la grande fenêtre qui donnait sur la ville, une tapisserie tentaculaire d'ombre et de lumière. Sur un petit et élégant bureau d'écriture à proximité, une seule enveloppe épaisse de couleur crème attendait. Elle était là depuis une semaine, témoignage silencieux d'une promesse faite. Il a passé ses doigts sur le papier épais, sur le coin du sceau. Arthur Vance et son arrogante famille pensaient avoir gagné. Ils pensaient avoir effacé sa présence du dernier chapitre de la vie de Clara. Ils ne savaient pas que Clara avait déjà écrit l'épilogue. Et d'ici une semaine, leur monde soigneusement construit, fondé sur la fierté et l'ignorance volontaire, s'effondrerait en poussière. C'est une chose terrible d'être mis à l'écart par les personnes qui devraient partager votre chagrin. Avez-vous déjà eu l'impression que votre valeur était jugée sur des choses superficielles, comme votre travail ou combien d'argent vous avez ?
Faites-nous savoir dans les commentaires d'où vous regardez. Nous vous voyons et nous sommes très heureux que vous soyez ici avec nous. L'histoire de la victoire tranquille et dévastatrice de Liam nous rappelle que le monde se trompe souvent, mais que la vérité, finalement, trouve toujours son chemin vers la lumière. Restez avec nous pour voir comment un simple bouquet de fleurs a déclenché une avalanche que personne n'a vu venir. Les racines du dédain de la famille Vance pour Liam étaient profondes, s'ancrant dans le sol fertile de l'arrogance consciente de sa classe, le jour où Clara l'avait ramené à la maison pour la première fois. Il se souvenait du trajet jusqu'à leur domaine palatial, un vaste manoir qui ressemblait plus à un siège social d'entreprise qu'à une maison. Clara lui avait tenu la main, son expression étant un mélange d'amour et d'appréhension. « Sois juste toi-même », avait-elle murmuré en lui serrant les doigts. « Ils t'aimeront une fois qu'ils te connaîtront. » C'était un sentiment doux et plein d'espoir, et un sentiment qui s'avérerait atrocement incorrect. Au moment où ils ont franchi les doubles portes surdimensionnées, l'évaluation a commencé. Arthur Vance, un homme qui semblait en permanence enfermé dans un costume sur mesure et un nuage de suffisance, avait donné à Liam une poignée de main qui était moins une salutation qu'une brève et dédaigneuse évaluation de sa substance physique. Ses yeux ont balayé la veste et le pantalon simple mais bien coupé de Liam et un verdict a été rendu en un instant, pas l'un des nôtres. Margaret, la mère de Clara, était plus subtile. Elle a offert un sourire aussi fin et fragile que du verre filé. Ses yeux effectuant le même calcul froid que ceux de son mari. Sa politesse était une arme, une barrière magnifiquement polie conçue pour maintenir les indignes à une distance confortable. Puis il y avait Elisa, la sœur cadette de Clara. Là où ses parents pratiquaient une forme de condescendance civilisée, Elisa maniait son mépris comme une lame aiguisée. « Alors tu es l'architecte » a-t-elle dit. Son ton suggérant que c'était un métier légèrement embarrassant, comme le ramonage de cheminée. « Je suis dessinateur dans un cabinet d'architecture. » Liam avait corrigé doucement. Une litote intentionnelle sur laquelle lui et Clara s'étaient mis d'accord. Cela faisait partie de leur jeu privé, un moyen de protéger leur vie des attentes envahissantes des Vance. « Oh, un dessinateur » avait répété Elisa en étirant le mot. « Clara, tu ne m'avais pas dit qu'il faisait partie du personnel. » L'implication était claire. Elle avait imaginé quelqu'un d'envergure, un associé dans un cabinet prestigieux, pas un simple rouage dans la machine. Ce premier dîner fut une classe de maître en humiliation discrète. Arthur tenait court en bout de la longue table en acajou poli, pontifiant sur les fluctuations du marché et les offres publiques d'achat hostiles. Il adressait de temps en temps une question à Liam, formulée comme une inclusion généreuse, mais conçue pour souligner son manque perçu de sophistication. « Liam, tu es dans le bâtiment. Que penses-tu des contrats à terme sur l'immobilier commercial au 3e trimestre ?» C'était un piège verbal, et Liam avait simplement souri. « Je suis plus concentré sur les matériaux et le design, Arthur, sur la façon dont les choses s'assemblent pour faire en sorte qu'un espace donne l'impression d'être chez soi. » Arthur avait grogné, un son de profonde déception, et avait tourné son attention vers un partenaire de conversation plus digne. Tout au long du repas, Liam a ressenti leur jugement comme un poids physique. Ils ont disséqué son travail, son appartement simple, son manque de nom de famille reconnaissable. Il était, à leurs yeux, le projet caritatif de Clara, une diversion temporaire dont elle se lasserait sûrement une fois la nouveauté passée. Noël, 2 ans plus tard, avait été un point particulièrement bas. Sous les lumières scintillantes d'un sapin de Noël qui était si grand qu'il semblait se moquer du concept même de forêt. Les Vance lui avaient présenté son cadeau. C'était un chèque cadeau, pas pour un bon tailleur ou une librairie, mais pour un entrepôt de vêtements pour hommes à prix discount. « Nous avons pensé que cela pourrait être utile », avait dit Margaret, son sourire inébranlable, pour tes vêtements de travail. Liam avait regardé la carte bon marché et brillante, puis Clara, dont le visage était un masque de fureur et de honte. Il avait simplement plié le chèque cadeau, l'avait mis dans sa poche et avait dit « Merci, Margaret, c'est très pratique. » Son refus de mordre à l'hameçon, son calme inébranlable, n'ont fait que solidifier leur opinion de lui en tant que simplet. Un homme sans fierté ni ambition pour même reconnaître une insulte. Ils n'ont jamais su. Ils n'ont jamais su que la vie tranquille et modeste de Liam était un choix délibéré. Ils n'ont jamais su que l'homme qu'ils rejetaient comme un humble dessinateur était, en fait, le seul propriétaire et concepteur principal de Keystone Design. L'un des cabinets d'architecture les plus innovants et les plus prospères au monde. Ils n'ont jamais su qu'il travaillait sous le pseudonyme professionnel de Aethal Red. Un nom chuchoté avec révérence dans les couloirs des musées de design et dans les pages des magazines d'élite.
L'identité de Aethel Reid était le secret le mieux gardé de l'industrie. Une décision que Liam avait prise au début de sa carrière pour laisser son travail parler de lui-même, libéré du culte de la personnalité. Clara avait été la seule personne qui l'ait jamais introduite dans ce monde secret. Elle avait trouvé cela palpitant. Elle l'avait aimé non pas pour la richesse ou la renommée qu'il cachait, mais pour le génie tranquille et la profonde intégrité qui l'avait poussé à les cacher en premier lieu. Elle, qui avait grandi étouffée par des gens qui l'appréciaient pour le nom et la fortune de sa famille, avait trouvé en Liam un homme qui ne voulait rien d'elle à part son cœur. Son secret était leur sanctuaire. Il a laissé les Vance croire qu'ils n'étaient rien parce que leurs croyances protégeaient ce qui était réel. Il absorbait leurs affronts sans fin et leurs remarques condescendantes comme un mur de pierre. Sachant que de l'autre côté de ce mur, lui et Clara construisaient un monde bien à eux. Un monde d'amour véritable et de respect mutuel. Les Vance voyaient le mur et pensaient que c'était l'intégralité de sa personne. Ils n'ont jamais imaginé une seule fois le paysage magnifique et tentaculaire qui s'étendait juste au-delà de leur champ de vision. Dans les jours qui ont suivi le décret d'Arthur, un calme étrange et profond s'est installé sur Liam. Le choc initial s'était estompé, laissant derrière lui la douleur familière du deuil de Clara, mais la colère qu'il s'attendait à ressentir envers sa famille n'était tout simplement pas là. C'était comme être en colère contre la météo. Les Vance étaient une force de la nature, prévisible dans leur arrogance, constant dans leur cruauté. Enragé contre eux serait un gaspillage de l'énergie dont il avait besoin pour simplement survivre à la semaine. Au lieu de cela, il a canalisé sa concentration. Il a trouvé du réconfort dans les lignes épurées et certaines de son travail. Il s'est assis à sa table à dessin, non pas l'interface numérique qu'il utilisait pour ses grands projets, mais une planche en bois à l'ancienne qu'il gardait pour ses croquis personnels. Avec un crayon à papier parfaitement taillé, il a dessiné. Il a dessiné la façade d'un bâtiment, un lieu de lumière et d'air, avec des fenêtres élancées et des espaces qui s'écoulaient les uns dans les autres. C'était un centre d'art communautaire, un projet que lui et Clara planifiaient depuis des années. Elle allait le financer, et il allait le concevoir. Un endroit où les enfants pourraient apprendre la musique, où les peintres pourraient trouver un studio, où une communauté pourrait trouver son cœur. Alors que sa main se déplaçait sur le papier, traduisant le chagrin en structure, il a senti sa présence à ses côtés, une influence chaleureuse et stabilisante. C'était ainsi, il le savait, qu'il l'honorerait, non pas en se battant avec sa famille mesquine et étroite d'esprit, mais en construisant son rêve. Son partenaire commercial, David Chen, ne partageait pas son acceptation zen. David, un tourbillon d'énergie et de loyauté féroce, l'appelait 2 fois par jour. « Es-tu sûr ?» La voix de David crépitait d'indignation à travers le téléphone. Liam, dis juste le mot. J'ai déjà demandé à notre équipe juridique d'examiner Vance Industries. C'est un château de cartes, soutenu par la dette et la réputation. Nous pourrions acquérir leur principal créancier d'ici l'heure du déjeuner et faire en sorte qu'Arthur Vance supplie à genoux avant le coucher du soleil. Laisse-moi le faire, pour Clara. Liam a regardé le dessin sur son bureau. Il a revu le sourire de Clara, son enthousiasme lorsqu'elle décrivait le son des rires d'enfants remplissant les couloirs. Non, David, a-t-il dit, sa voix douce mais ferme. Ce n'est pas sa façon de faire, et ce n'est pas la mienne. Il y a un plan. Clara a fait un plan. Nous le suivons. Je continue de penser qu'une offre publique d'achat hostile serait plus satisfaisante, a grommelé David, mais il a cédé. Très bien, on attend, mais s'ils osent à nouveau respirer dans ta direction, je lâche le kraken. Liam a souri faiblement. Je te le ferai savoir. Son appel suivant fut pour un fleuriste, le plus exclusif de la ville, un endroit appelé le Pétale Doré. Il a parlé au propriétaire lui-même, un homme nommé Julian, qui ne traitait généralement qu'avec des organisateurs d'événements pour des mariages royaux. Mais Julian connaissait le nom d'Aethel Reid, et il a pris l'appel immédiatement. Liam n'a pas utilisé son pseudonyme, mais son numéro privé lui a accordé un certain niveau d'accès. J'ai besoin d'une composition pour des funérailles, a commencé Liam, et il a continué à décrire, avec des détails affectueux et méticuleux, exactement ce qu'il voulait. Il a parlé de l'amour de Clara pour les lys blancs, pour le bleu céleste profond des delphiniums, pour les pétales délicats et presque translucides des orchidées phalaenopsis. Il ne voulait pas d'une couronne standard ou d'une gerbe sombre. Il voulait une sculpture, un testament. Cela doit être à couper le souffle, a dit Liam. Cela devrait être tellement plein de vie que cela défie la pièce même où ça se trouve, cela devrait ressembler à de l'espoir.
Julien est resté silencieux un instant, captivé. Ce sera un chef-d'œuvre, a-t-il promis. Encore une chose, a dit Liam. La carte, elle doit être très spécifique. Il a dicté les mots simples et puissants, puis a donné une seconde instruction plus inhabituelle pour qu'un petit objet soit attaché au dos de la carte, adressé uniquement à Elisa. Plus tard dans l'après-midi, un message texte a illuminé l'écran de son téléphone. C'était d'Elisa. Juste pour être très clair, quand papa a dit de ne pas venir, ce n'était pas une suggestion. N'embarrasse pas la mémoire de Clara en faisant une scène, nous avons assez à gérer. Liam a lu le message, chaque mot étant une minuscule piqûre d'épingle acérée de la vieille arrogance. Il a ressenti un pincement, non pas de colère, mais de pitié pour elle. Elle était tellement piégée dans la prison de ses propres préjugés. Il a regardé du téléphone à l'épaisse enveloppe crème sur son bureau. Elle était scellée par un simple cachet de cire, un K et un D entrelacés pour Keystone Design. Un détail si subtil qu'il savait que les Vance ne l'auraient jamais remarqué, même s'il l'avait vu. À l'intérieur de cette enveloppe se trouvait la vérité, attendant patiemment. Il ne ressentait pas le besoin de faire une scène. Une scène était bruyante, chaotique et temporaire. Ce qui arrivait était calme, ordonné et permanent. Ce n'était pas une tempête. C'était un changement de marée. Le jour des funérailles de Clara s'élevait gris et couvert. Le ciel une couverture meurtrie de chagrin. Dans son appartement, Liam a mis le costume gris anthracite foncé que Clara avait choisi pour lui des années auparavant. Celui qui, disait-elle, lui donnait un air sérieux et atrocement beau. Il a noué sa cravate avec des mains fermes, son reflet dans le miroir, un masque stoïque qui ne trahissait rien de la turbulence intérieure. Il n'irait pas à l'église. Il ne se tiendrait pas au fond pour regarder de loin. Ce serait un acte de soumission au décret d'Arthur et l'acceptation de son statut de paria. Ses adieux à Clara ne se feraient pas selon leurs conditions. Au lieu de cela, il a marché jusqu'à la petite étagère où Clara gardait ses albums photos. Il en a sorti un, sa couverture en cuir usé et adouci par le temps. C'était le premier qu'elle avait fait pour lui, retraçant le début de leur vie commune. Il s'est assis dans son fauteuil préféré, celui qui donnait sur la ville, et l'a ouvert. Ils étaient là, plus jeunes, incroyablement heureux, plissant les yeux au soleil lors d'un voyage à la plage. Il y avait une photo ridicule de lui avec de la farine sur le nez suite à une tentative ratée de faire une pizza à partir de zéro. Il y avait Clara, la tête rejetée en arrière dans un rire, un regard d'une joie si pure et inaltérée sur son visage que cela lui faisait mal à la gorge. Il a passé la matinée avec elle, page par page. Il a laissé les souvenirs l'envahir, les bons et les douloureux, les moments calmes et les grandes aventures. Il s'est accordé l'intimité de son propre chagrin, brut et sans filtre. C'était son service commémoratif. Ici, dans le sanctuaire qu'ils avaient construit ensemble, il n'y avait pas Dieu pour juger, pas de chuchotement condescendant, pas besoin de performance. Il n'y avait que de l'amour et de la perte dans leurs formes les plus honnêtes. Quand l'horloge au mur a sonné 11 heures, l'heure de la cérémonie, il a fermé les yeux et a murmuré son nom, un dernier adieu silencieux. À des kilomètres de là, à la cathédrale Saint-James, la scène était complètement différente. L'église de pierre caverneuse était remplie à pleine capacité, une mer sombre de costumes noirs et de robes élégantes. L'air était lourd du parfum des lys et du son d'un orgue lugubre. Ce n'était pas seulement des funérailles, c'était un événement mondain. Le maire était sur le 3e banc. Les PDG de grandes entreprises, qu'Arthur considérait comme des collègues, remplissaient les rangées de derrière. La famille Vance, assise sur le 1er banc, était l'image de la dignité tragique. Arthur se tenait droit, son visage un masque de gravité douloureuse. Il ressentait un sombre sentiment de satisfaction. La participation était excellente. C'était un témoignage du nom Vance, de leur statut dans la communauté. Il avait organisé avec succès la dernière apparition publique de sa fille, s'assurant qu'elle soit élégante, très fréquentée et, surtout, exemple de la tâche embarrassante de son mari de bas statut. Il a jeté un coup d'œil le long du banc à sa femme Margaret, qui se tamponnait les yeux avec un mouchoir en soie, et à Elisa, parfaitement sereine, son chagrin aussi de bon goût et discret que sa robe Chanel noire. Ils formaient un front uni, ils projetaient de la force. Pendant l'éloge funèbre prononcé par un ami de la famille qui a plus parlé de la lignée de Clara que de son esprit, Arthur a scruté la foule. Il a vu des architectes, des promoteurs et des urbanistes, des gens qu'il reconnaissait vaguement des galas de l'industrie. Il a supposé,
avec l'arrogance désinvolte qui était son état par défaut, qu'ils étaient là pour lui, pour rendre hommage à un confrère titan de l'industrie. L'idée ne lui a jamais traversé l'esprit que ces gens n'étaient pas là pour Arthur Vance, le fournisseur d'actifs à effet de levier en restructuration d'entreprise. Ils étaient là pour Ethelred, le brillant designer anonyme dont ils admiraient profondément le travail, et pour Clara, la philanthrope discrète qui avait été la force invisible derrière tant des projets publics les plus appréciés d'Ethelred. Ils étaient là pour pleurer la perte d'un partenariat qui avait, sans fanfare, remodelé l'âme de leur ville. Arthur Vance ne voyait que ce qu'il voulait voir, un reflet de sa propre importance. Il était la vedette de sa propre tragédie, et il restait béatement, fatalement inconscient qu'il était sur le point d'être complètement effacé du scénario. La réception au domaine Vance était une performance de chagrin soigneusement orchestrée. Des serveurs en vestes blanches impeccables se déplaçaient silencieusement dans les pièces bondées, offrant du champagne et de délicats canapés. L'ambiance était feutrée et révérencieuse, mais sous la surface, des cartes de visite étaient discrètement échangées, et les relations étaient renforcées. C'était, comme pour toutes les réceptions de la famille Vance, un exercice de réseautage, même face à la mort. Arthur se déplaçait dans la foule, acceptant les condoléances d'un hochement de tête sombre. Son esprit calculant déjà le capital social qu'il accumulait. Il avait traversé la tempête du mariage malheureux de sa fille, et avait émergé dans son propre esprit comme le patriarche stoïque qui avait récupéré la dignité de sa famille. C'est alors que les fleurs sont arrivées. Ce ne fut pas une livraison subtile. Une grande camionnette banalisée s'est garée dans la vaste allée, et deux hommes en salopette ont commencé le laborieux processus de déchargement de leur cargaison. Les invités dans le grand hall d'entrée ont fait silence, leur conversation s'estompant alors que les portes d'entrée s'ouvraient pour laisser entrer la livraison. C'était une composition, mais ce mot était totalement inadéquat. C'était une sculpture florale, une cascade imposante de blanc et de bleu qui était si énorme, si époustouflante de beauté. Elle semblait aspirer tout l'air de la pièce. Des milliers de lys blancs immaculés, de delphinium d'un bleu profond et d'orchidées exotiques d'un pâle lunaire étaient tissés ensemble en une structure qui s'élançait vers le plafond à caisson. Ce n'était pas un geste de tristesse. C'était une déclaration. Elle était sauvage et gracieuse, un monument vivant qui pulsait d'une énergie vibrante et provocante. Elle faisait ressembler tous les autres bouquets sombres et de bon goût de la maison à des bibelots bon marché. Un murmure a parcouru la foule. Qui aurait pu envoyer une telle chose ? C'était trop passionné pour une entité corporative, trop grandiose pour un simple ami de la famille. Arthur, momentanément déconcerté par l'ampleur même de la chose, a rapidement repris ses esprits. Il a supposé que cela devait venir d'un dignitaire étranger ou d'un milliardaire reclus avec lequel il avait fait des affaires autrefois. C'était, a-t-il décidé, un hommage approprié au non-Vance. Il a commencé à chercher la carte, désireux d'identifier l'expéditeur et de reconnaître publiquement son excellent goût. Elisa, se tenant près du fond du hall, l'a trouvé en premier. Nichée profondément dans la forêt de tiges de lys se trouvait une petite enveloppe sans prétention en papier cartonné crème épais. Il n'y avait pas de logo d'entreprise, pas de sceau ostentatoire, juste le nom de sa sœur, Clara. Écrit d'une écriture forte et familière, qu'elle a instantanément reconnue comme étant celle de Liam. Sa première réaction fut une poussée de colère brûlante. Comment osait-il ? Comment osait-il s'immiscer, même à distance avec cet étalage théâtral et ostentatoire ? C'était embarrassant. C'était une scène. Elle a failli déchirer la carte en deux sur le champ, mais elle était entourée de curieux. Avec un sourire mince et forcé, elle a glissé l'enveloppe pour l'ouvrir. Le message à l'intérieur était simple, écrit sur une carte assortie. Pour Clara, mon amour, toujours. Elle a ressenti une lueur de quelque chose, pas tout à fait de la sympathie, mais une reconnaissance du sentiment. Puis elle a vu les mots écrits en dessous, de la même main ferme, Elisa, ceci est pour toi. Ses sourcils se sont froncés. Pour elle ? Qu'est-ce qu'il pouvait bien avoir à lui dire ? Elle a tourné la carte entre ses doigts. Solidement scotchée au dos se trouvait une seule clé en laiton à l'ancienne. Elle était lourde, ornementée. Le genre de clé qui appartenait à une porte oubliée ou au coffre d'un pirate. En dessous, une petite étiquette de style bagage était passée dans l'anneau. Sur l'étiquette, il y avait l'adresse d'une chambre forte privée en centre-ville et un numéro de boîte, 7-1-3. Elisa a fixé la clé. Cela n'avait aucun sens. C'était un autre de ses jeux, un autre de ses gestes calmes, d'une passivité exaspérante.
Son instinct était de la jeter dans la poubelle la plus proche pour couper ce dernier lien bizarre avec l'homme qui avait été une épine dans le pied de sa famille pendant 7 ans. Mais elle ne l'a pas fait. Le poids de la clé dans sa paume semblait significatif. Le mystère purement déconcertant de la chose était une accroche. Que pouvait-il bien avoir à cacher dans une chambre forte? Des bibelots sentimentaux de sa vie avec Clara? Cela semblait trop élaboré pour ça. Malgré tous ses instincts lui hurlant de l'ignorer, une graine de curiosité, vive et persistante, a commencé à germer dans le sol aride de son mépris. Elle a glissé la clé et la carte dans la poche de sa robe. Son esprit étant un tourbillon de confusion et d'irritation. La magnifique composition florale se dressait en silence au centre du hall. Un magnifique et parfumé cheval de Troie qui venait d'être poussé au-delà des défenses inconscientes de sa famille. Pour le reste de la soirée, la clé en laiton lui a semblé être un charbon ardent dans sa poche. Elle a fait semblant, acceptant les condoléances, hochant la tête aux moments appropriés. Mais son esprit était ailleurs, tournant autour du mystère déconcertant que Liam lui avait remis. Son père, gonflé d'orgueil à cause des magnifiques fleurs dont il avait maintenant décidé qu'elles provenaient d'un admirateur anonyme de son sens des affaires, tenait court près de la cheminée. En l'écoutant, Elisa a ressenti une vague d'épuisement soudaine et inhabituelle. La performance de tout cela, l'entretien sans fin de l'image de la famille Vance, lui a soudain semblé creuse et absurdement fatigante. Le lendemain matin, après une nuit agitée, elle s'est retrouvée à conduire vers le centre-ville. Elle se disait que c'était une course folle, qu'elle réglait simplement un détail, exorcisant le dernier fantôme du mariage malheureux de sa sœur. Pourtant, elle ne pouvait nier le nœud d'anticipation dans son estomac. Elle s'est garée devant le bâtiment discret, à la façade de granit, de la Metropolitan Vault Company. À l'intérieur l'air était frais et silencieux, sentant le vieux papier et le métal poli. Une femme à l'air sévère derrière une grille en acier a examiné son permis de conduire, puis la clé. Ah oui, la boîte 713. Le co-signataire est présent, a-t-elle dit, d'une voix neutre. Par ici, mademoiselle Vance. Co-signataire? La confusion d'Elisa s'est approfondie. La femme l'a conduite dans une petite salle de visionnage privée et est revenue un instant plus tard avec un lourd coffre-fort en acier, le posant sur la table avec un bruit sourd et solide. Elle est partie, fermant doucement la porte derrière elle. Elisa a fixé la boîte. Pendant un moment, elle a hésité. Ouvrir ça ressemblait à une transgression. Un pas dans un monde qu'elle n'était pas censée voir. Avec une grande inspiration, elle a soulevé le lourd couvercle. Il n'y avait pas de bijoux, pas de liasse de billets, pas de lingots d'or. La boîte ne contenait que 2 objets. Un épais document de format légal, relié professionnellement dans une simple couverture bleu marine. Et une pile de 10 pages, manuscrite sur du papier à lettres bleu pâle, liée avec un simple ruban blanc. Une enveloppe au-dessus des lettres lui était adressée. Elisa. L'écriture était indubitablement celle de Clara. Ses mains tremblaient alors qu'elle dénouait le ruban et dépliait la première page. Ma très chère Elisa, commençait la lettre. Si tu lis ceci, cela signifie que je suis parti. Cela signifie aussi que j'avais raison de m'inquiéter. J'imagine que papa a fait quelque chose d'imprudent, quelque chose né de sa fierté. J'imagine qu'il a essayé de repousser Liam. Je suis tellement désolé pour ce que tu vas apprendre. Mais j'ai besoin que tu connaisses la vérité. J'ai besoin qu'au moins une personne de notre famille voie le monde tel qu'il est vraiment. Pas comme nous souhaiterions qu'il soit. Le cœur d'Elisa a commencé à battre la chamade. L'homme que toi, papa et maman avaient passé 7 ans à rejeter. L'homme que vous appeliez mon projet caritatif est l'homme le plus gentil, le plus brillant et le plus honorable que j'ai jamais connu. Il est aussi l'un des plus prospères. La raison pour laquelle vous n'avez jamais pu trouver son nom sur une liste d'associés ou dans les pages mondaines est qu'il travaille sous un pseudonyme. Liam était-elle raide? Le nom a frappé Elisa comme un coup physique. Est-elle raide? L'architecte reclus et mystérieux dont les créations étaient légendaires. Le génie derrière le nouveau musée de la lumière et le parc du front de mer dont tout le monde s'extasiait. Son travail faisait la couverture de toutes les grandes revues de design. On murmurait qu'il serait un futur lauréat du prix Pritzker. C'était impossible. C'était absurde. Il vous a tous laissé croire qu'il était un simple dessinateur parce qu'il m'aimait. La lettre continuait. Je le lui ai demandé. J'étais tellement fatigué que ma vie soit définie par le non-Vance, par l'argent. Avec Liam,
Je pouvais juste être Clara. Son secret était notre monde privé, un endroit où aucun bruit de notre famille ne pouvait entrer. Il a enduré vos insultes, votre condescendance, tout cela, pour moi. Il l'a fait par amour. Et Elisa, l'argent, la bonne fortune que notre famille a eue ces dernières années. Les investissements qui ont toujours payé, les prêts qui ont été si facilement obtenus. Ce n'était pas le sens des affaires de papa. C'était Liam. Il a discrètement injecté ses propres revenus dans nos vies, soutenant l'entreprise défaillante de papa, achetant les actifs et les plaçant à mon nom pour les protéger. Il l'a fait pour que je n'ai pas à regarder la fierté de papa s'effondrer. Il l'a fait pour maintenir la paix. Elisa a senti le sang se retirer de son visage. Elle a laissé tomber la lettre et ses mains tremblantes ont tendu la main vers le document relié en bleu. Le titre sur la couverture se lisait ainsi, « Les dernières volontés et le testament de Clara Vance Sterling ». Elle avait même pris son nom de famille, Sterling, un détail que la famille avait ostensiblement ignoré. Elle l'a ouvert. Le jargon juridique était dense, mais le cœur du texte était d'une simplicité dévastatrice. Moi, Clara Vance Sterling, saine d'esprit, lègue par la présente l'intégralité de ma succession, y compris toutes les propriétés, les actions, les obligations et les participations majoritaires détenues en fiducie à mon mari bien-aimé, Liam Sterling. Puis vint l'annexe. C'était un grand livre détaillé, une liste clinique et irréfutable des actifs. Et c'était là, noir sur blanc, le 14 Willow Creek Drive, le manoir de la famille Vance. Une participation majoritaire dans Vance Industries Holdings, LLC. Un portefeuille d'actions et d'obligations d'une valeur faramineuse. Tout était là. La fondation entière de l'existence de la famille Vance, leur richesse, leur statut, leur maison elle-même, avait été secrètement la propriété de Clara et était maintenant, d'un coup de stylo, la propriété légale de l'homme qu'il venait de bannir de ses funérailles. Elisa est sortie en titubant du bâtiment de la chambre forte pour se retrouver sous le dur soleil de l'après-midi. Les lourds documents serrés contre sa poitrine. La ville semblait étrangère, irréelle. Le klaxon d'un taxi l'a fait sursauter. Chaque supposition confiante qu'elle avait jamais faite dans sa vie venait d'être systématiquement démantelée dans une pièce froide et silencieuse. Le monde qu'elle avait occupé, un monde de hiérarchie claire où elle et sa famille flottaient confortablement au sommet, était un mensonge. Une fiction écrite et financée par l'homme dont elle s'était moquée pendant 7 ans. Elle est rentrée chez elle dans un état second, la voiture semblant se piloter toute seule. Elle a franchi la porte d'entrée du manoir, le manoir de Liam, a-t-elle pensé avec un haut-le-cœur écœurant, et a trouvé son père dans son bureau. Il se versait un brandy pour fêter ça, un sourire satisfait sur le visage. Une participation splendide n'est-ce pas, a-t-il dit, sans la regarder. Il est important de maintenir les apparences, les gens respectent le nom Vance. Elisa a regardé son père dans son costume cher, sa posture confiante, et a vu pour la première fois non pas un titan de l'industrie, mais un vieil homme délirant, un roi régnant sur un royaume de sable. Sa main tremblante s'est levée, et avec une force qu'elle ne se connaissait pas, elle a claqué le testament sur la surface polie de son bureau antique. Le bruit a résonné comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. Arthur a levé les yeux, surpris, sa bonhomie s'évaporant. Quelle est la signification de ceci? Notre famille est une fraude, a dit Elisa, sa voix n'étant qu'un murmure éraillé. Et toi, tu es le plus grand imbécile que j'ai jamais connu. Les yeux d'Arthur, agacés et confus, sont tombés sur le document. Il l'a ramassé, son expression changeant au fur et à mesure qu'il lisait le titre. Il a scanné la première page, puis la seconde. La couleur a quitté son visage, laissant derrière elle une pâleur grise et cireuse. Le verre de brandy a glissé de ses doigts et s'est fracassé sur le sol en marbre, le liquide ambré formant une flaque comme du sang. Il s'est effondré lourdement dans son fauteuil en cuir, sa bouche s'ouvrant et se fermant silencieusement, comme un poisson haletant pour avoir de l'air. Il a cherché son téléphone à tâtons, ses doigts soudain maladroits et désobéissants. Il a composé le numéro de Liam. Ça a été directement sur la messagerie vocale. Son monde soigneusement construit, fondé sur une vie de fierté, se fissurait dans ses fondations. Il avait banni un humble dessinateur des funérailles de sa fille. Seulement pour découvrir qu'il avait en fait expulsé Dieu de sa propre église. Margaret, attirée par le bruit du verre brisé, est apparue dans l'embrasure de la porte, la main à la gorge. Arthur, qu'y a-t-il? Que s'est-il passé? Arthur n'a pas répondu. Il fixait le testament, l'annexe,
la vérité froide, dure et irréfutable de leur ruine. Elisa a regardé la silhouette brisée de son père, puis le visage terrifié de sa mère. Le bureau grand et imposant, rempli de livres reliés en cuir et de portraits d'ancêtres, ressemblait soudain à un décor de théâtre pour une pièce dont le dernier acte tragique venait de commencer. Les yeux de Margaret sont tombés sur les documents, puis sur le visage de sa fille, un masque d'une clarté sinistre et dévastatrice. La question planait dans l'air, non dite mais assourdissante. Ce n'était pas ce qui s'était passé. C'était, qu'avez-vous fait? L'effondrement ne s'est pas produit d'un coup. Ce fut un démantèlement lent et méthodique, exécuté avec la précision effrayante d'une démolition contrôlée. La première onde de choc a frappé le lundi suivant. L'appel venait de Richard Gable, le directeur de leur banque privée, un homme avec qui Arthur jouait au golf depuis 20 ans. Le ton habituellement flagorneur et mondain de Richard avait disparu, remplacé par une froideur professionnelle. Arthur, juste un appel de courtoisie, a-t-il commencé, le mot courtoisie ressemblant à une menace. Nous avons reçu la notification d'un changement de propriétaire concernant les actifs principaux garantissant la ligne de crédit pour Vance Industries. Nous allons devoir geler temporairement le compte, dans l'attente d'un examen complet avec le nouveau principal actionnaire. Le nouveau? Richard, de quoi parles-tu? A fanfaronné Arthur, essayant d'injecter son ancienne autorité dans sa voix, mais elle est sortie faible et nasillarde. Le domaine du 14 Willow Creek Drive et les portefeuilles d'investissement associés, a dit Richard calmement. Ils ont tous été transférés à la succession de Clara Vance Sterling et par la suite à son unique bénéficiaire. Un certain M. William Sterling, nous avons les mains liées, Arthur. Nous devons suivre les formalités administratives. Le clic lorsqu'il a raccroché était le bruit d'une porte qui claque. Le lendemain, un coursier à moto a livré une enveloppe juridique impeccable. Elle n'était pas adressée à Arthur Vance, mais aux occupants actuels. À l'intérieur, sur l'entête du plus puissant cabinet d'avocats en droit immobilier de la ville, se trouvait un avis formel de transfert de propriété pour la propriété dans laquelle il se trouvait. C'était poli, civilisé, et totalement brutal. Il les informait que la propriété était désormais sous une nouvelle direction et leur donnait 30 jours pour libérer les lieux. 30 jours pour démanteler une vie. Les nouvelles voyagent vite dans l'air raréfié de la haute finance. Les partenaires commerciaux d'Arthur, des hommes qui avaient porté des toasts à son succès pendant des années, ont commencé à appeler. Leur voix était teintée d'une nouvelle et vive inquiétude. Les rumeurs volaient. Était-il vrai que Vance Industries avait perdu sa principale garantie? Une réunion d'urgence du conseil d'administration a été convoquée. Arthur, pour la première fois de sa vie, ne contrôlait pas le récit. La confiance en son leadership et en la solvabilité de l'entreprise s'est évaporée du jour au lendemain. L'action, qui avait été sa principale source de fierté, a commencé une chute vertigineuse. Pour Elisa, les conséquences ont été plus immédiates, plus personnelles. Elle est allée déjeuner dans un bistrot chic du centre-ville, un endroit où elle était connue par son nom. À la fin du repas, elle a tendu au serveur sa carte de crédit platine. Il est revenu un instant plus tard, le visage masqué par l'embarras. « Je suis vraiment désolé, mademoiselle Vance, elle a été refusée. » Une bouffée de honte brûlante l'a envahie. Elle a fouillé dans son portefeuille pour trouver une autre carte. Refusée. Et une autre, refusée. Le fonds d'affectation spéciale qui avait alimenté sa vie luxueuse et sans effort avait été, comme elle le réalisait maintenant avec écœurement, entièrement financé par la générosité discrète de Liam. Ce robinet avait été fermé. Plus tard dans la semaine, une dépanneuse est arrivée pour saisir la voiture de sport allemande aux lignes épurées qu'elle avait toujours considérée comme un droit de naissance. L'atmosphère à l'intérieur du manoir, le manoir de Liam, est devenue lourde et étouffante. Les vastes pièces résonnantes, autrefois symboles de leur pouvoir, ressemblaient maintenant à une prison, un rappel constant de leur spectaculaire disgrâce. Arthur était un fantôme, hantant sa propre vie. Il alternait entre des accès de rage impuissante, où il faisait les 100 pas dans son bureau en maudissant le nom de Liam, et de longues périodes de désespoir catatonique, où il regardait simplement par la fenêtre, un homme brisé. Margaret pleurait, son chagrin pour Clara désormais désespérément mêlé à la terreur pour leur avenir. Elle évitait Arthur, son silence étant une accusation constante et frémissante. Seule Elisa semblait trouver une étrange et amère clarté dans le naufrage. Le choc avait dépouillé une vie d'artifice. Pour la première fois, elle voyait sa famille, sa vie et elle-même avec une honnêteté sans faille. La honte était immense,
un poids physique dans sa poitrine. Mais sous cela, il y avait autre chose, une lueur de détermination. Elle avait été une spectatrice de sa propre vie, une bénéficiaire passive de privilèges non mérités. Les mensonges avaient disparu, tout ce qui restait était la vérité. Un soir assise dans sa chambre, entourée de vêtements de marqués de bibelots coûteux qui semblaient maintenant être des déchets sans signification, elle a pris son téléphone. Elle a trouvé le numéro de Liam. Son pouce a survolé le bouton d'appel, son cœur battant la chamade. Que pouvait-elle bien dire? Des excuses semblaient être un geste pathétique et inadéquat. Mais elle devait faire quelque chose. Elle a appuyé sur le bouton et a écouté les sonneries, qui ont été inévitablement interrompues par sa messagerie vocale. Prenant une inspiration tremblante, elle a commencé à parler. Liam, c'est Elisa. Elle a commencé avec la voix qui se brise. Je sais que tu n'as aucune raison d'écouter ça, mais je suis allé à la chambre forte. J'ai lu la lettre de Clara. Je sais tout. Des larmes ont commencé à couler sur son visage. Je suis tellement désolé. Pour tout ce que je t'ai jamais dit, pour tout ce que j'ai jamais pensé de toi, nous avons été des imbéciles. J'ai été une imbécile. Tu as été la meilleure chose qui soit jamais arrivée à ma sœur, et nous t'avons traité comme de la boue. Il n'y a aucune excuse. J'avais besoin que tu m'entendes le dire. Je suis désolé. Elle a mis fin à l'appel en sanglotant, ce seul mot résonnant dans la luxueuse pièce vide. Ce n'était pas suffisant, mais c'était un début. C'était la première chose vraiment honnête qu'elle avait dite depuis des années. Une semaine après le message vocal larmoyant d'Elisa, une lettre est arrivée. Elle venait de l'avocat de Liam, un homme dont le nom était synonyme de pouvoir d'entreprise et de litige. Arthur l'a arraché, espérant que c'était une négociation, une offre. Ce n'était pas le cas. C'était une invitation à une réunion. L'heure et le lieu n'étaient pas négociables. Le lieu n'était pas un cabinet d'avocats stérile ni une salle de conférence d'hôtel neutre. L'adresse était celle d'un chantier de construction dans la partie industrielle de la ville. Un quartier que les Vance ne traversaient généralement qu'avec les vitres fermées. Alors que leur taxi s'arrêtait, ils l'ont vu. Le squelette d'un grand bâtiment moderne s'élevant de la saleté et de la boue. Une toile de béton et de barres d'armature en acier s'élevant vers le ciel. Un simple panneau près de l'entrée disait « Futur domicile du centre d'art communautaire Clara Vance Sterling ». Ils sont sortis du taxi, paraissant petits et pas à leur place. Le costume sur mesure d'Arthur était maintenant froissé, sa posture voûtée. Margaret serrait son sac à main comme un bouclier, les yeux écarquillés par la peur. Elisa, vêtue d'un simple jean et d'un pull, a regardé autour d'elle avec une sorte de respect douloureux. C'était ça. C'était le rêve dont Clara avait parlé, celui qu'ils avaient rejeté comme une envolée fantaisiste. Liam les attendait dans ce qui serait un jour l'atrium principal. Il ne portait pas de costume. Il portait des bottes de travail usées, un jean poussiéreux et une simple veste robuste. Il tenait un ensemble de plans roulés dans une main. Il avait l'air solide, ancré. Il ne jubilait pas. Son expression en était une de calme profond et lasse. Debout à quelques mètres derrière lui se trouvait son partenaire, David Shen. Une silhouette silencieuse et imposante dont le costume élégant et le regard encore plus vif montraient clairement que ce n'était pas une visite de courtoisie. Arthur, propulsé par les dernières vapeurs de sa fierté, a parlé en premier. Liam, a-t-il commencé, essayant d'avoir l'air raisonnable, d'homme à homme. Il y a eu un terrible malentendu, une tragédie. Dans notre chagrin, des choses ont été dites, des actions ont été entreprises qui étaient regrettables, mais nous sommes toujours une famille. Clara n'aurait pas voulu cela. Liam a écouté patiemment, ses yeux ne quittant jamais le visage d'Arthur. Il a laissé le silence s'étirer après qu'Arthur ait terminé, le seul son étant le bruit métallique lointain de métal sur métal provenant de quelque part sur le site. Quand il a finalement parlé, sa voix était calme, mais elle portait avec une clarté troublante dans cet espace ouvert et caverneux. Il n'y a eu aucun malentendu, Arthur, a-t-il dit, son ton étant égal, presque doux, ce qui a rendu les mots encore plus coupants. Pendant 7 ans, vous avez rendu votre position parfaitement claire. Vous avez rejeté mon travail, vous avez insulté mon personnage, vous avez rabaissé mon amour pour votre fille. Vous m'avez traité comme quelque chose de très inférieur à vous, une circonstance malheureuse à tolérer. Il a fait un pas en avant. Vous avez profité des avantages de mon succès, de la stabilité financière que j'ai fournie à cette famille,
tout en vous moquant de moi pour le manque que vous en perceviez. Vous avez vécu dans une maison que j'ai payée et avez porté un toast à votre propre sens des affaires. Vous m'avez appelé parasite alors qu'en fait, c'était vous qui viviez de l'œuvre de ma vie, un fait que j'étais heureux de cacher pour le bien de Clara. Son regard était inébranlable. Et puis quand elle a été partie, quand la seule chose qui restait à faire était d'honorer sa mémoire avec dignité, vous m'avez même refusé cela. Vous m'avez interdit de dire au revoir à ma femme, vous avez décidé que je ne faisais pas partie de la famille. Alors non, Arthur, nous ne sommes pas une famille, vous avez fait ce choix, maintenant vous devez vivre avec. C'était sa liste de griefs, livrée non pas avec rage, mais avec la froideur et la dure finalité du verdict d'un juge. Arthur a pâli, sans voix. C'est Elisa qui s'est engouffrée dans la brèche. Elle est passée devant son père, les yeux remplis d'une honte qui était brute et véritable. Il a raison papa, a-t-elle dit, sa voix tremblante mais claire. Il a raison sur chaque mot. Nous avons été cruels, nous avons été arrogants et aveugles. J'ai été la pire de tous. Elle s'est tournée vers Liam, ses yeux implorants. Liam, je sais que mes excuses ne changent rien. Je sais que ce n'est pas suffisant, mais c'est réel. Je suis tellement profondément, sincèrement désolé pour la douleur que nous vous avons causée et le manque de respect que nous avons montré envers toi et Clara. Liam a regardé Elisa et pour la première fois depuis la mort de Clara, il a vu une lueur de sa femme en sa sœur, une étincelle d'honnêteté, une capacité d'introspection. Il a fait un petit et triste hochement de tête d'approbation. Il n'a jamais été question de vengeance, a dit Liam, son regard balayant tous les trois. Clara méprisait la cruauté, il est question de vérité et de conséquences. Il a déroulé les plans sur une pile de cloisons sèches à proximité. C'était son rêve, un endroit pour tout le monde, un endroit construit sur la générosité et non sur la fierté. Le manoir sera vendu. Les recettes créeront un fonds de dotation permanent pour cette fondation, à son nom. Cela fera plus de bien qu'une maison ne pourrait jamais en faire. Il a ensuite exposé ses conditions, sa voix ne laissant aucune place à la négociation. Il ne serait pas laissé dans le dénuement. Il ne serait pas aussi cruel qu'il l'avait été. Il établirait un petit fonds de dotation modeste pour Margaret, suffisant pour qu'elle vive simplement et sans peur. Il fournirait à Arthur et Elisa un capital de départ unique sous forme de somme forfaitaire, suffisant pour créer une petite entreprise ou trouver une nouvelle voie, mais pas assez pour un jour récupérer leur ancien statut. Ils devraient travailler pour construire quelque chose par eux-mêmes, honnêtement. En retour, ils signeraient un accord de confidentialité complet et quitteraient la ville. Ils disparaîtraient du monde qui les avait connus sous le nom des Vance et recommenceraient discrètement. L'alternative, a-t-il terminé en baissant la voix, et que je ne fasse rien. Je laisse l'entreprise s'effondrer. Je laisse les banques saisir. Je laisse la vérité sur votre ruine financière devenir publique. Le choix vous appartient. Une sortie discrète et digne ou une humiliation publique. Les Vance se tenaient dans l'ombre du monument en cours de construction pour la fille qu'ils pensaient connaître, confrontés aux conséquences d'une vie de fierté. Le choix était clair. Leur royaume avait disparu. Tout ce qui restait était de décider de la manière de leur exil. À la fin, ils ont accepté. Il n'y avait pas d'autre choix. Arthur, un homme vidé par l'effondrement de sa propre mythologie, a signé les papiers d'une main tremblante. Sa signature, un gribouillis faible et grêle qui ne ressemblait en rien à la balafre confiante qu'elle était autrefois. Margaret, à travers ses larmes, semblait presque soulagée d'être libérée du poids écrasant de l'ambition de son mari. Elisa a signé avec une détermination tranquille, regardant Liam, non pas avec peur ou ressentiment, mais avec un profond et douloureux respect. « Merci », a-t-elle murmuré, en rendant le stylo, et ces mots n'étaient pas pour l'argent, mais pour la leçon. C'était une éducation brutale, mais une éducation tout de même. 6 mois se sont écoulés, les saisons ont tourné. L'histoire du départ soudain et silencieux de la famille Vance de la scène mondaine de la ville est devenue un bref sujet de ragot avant de s'estomper. L'histoire officielle, tissée par l'équipe juridique discrète de Liam, était que la famille avait décidé de se retirer et de poursuivre des intérêts philanthropiques à l'étranger après la perte tragique de leur fille. La vente du grand manoir sur Willow Creek Drive a été rapportée dans les journaux comme un magnifique don posthume de la succession de Clara Vance Sterling, dotant entièrement le nouveau centre d'art communautaire qui portait son nom. Le mensonge était plus gentil que la vérité, et ce fut le dernier cadeau que Liam ne leur ferait jamais. Un après-midi d'automne frais, Liam se tenait sur la terrasse achevée sur le toit du centre d'art communautaire Clara Vance Sterling.
Le bâtiment était magnifique. Ce n'était pas un monument à la richesse ou au pouvoir, mais un espace vivant qui respirait, rempli de lumière et d'air. Des étages inférieurs, il pouvait entendre le son faible et joyeux d'une chorale d'enfants qui s'exerçaient, leur voix s'élevant et s'abaissant comme une marée d'espoir. Le bâtiment faisait déjà ce pourquoi il avait été conçu, créer de la beauté. Il ne regardait pas les détails architecturaux. Son regard était fixé sur l'horizon tentaculaire de la ville. Il avait gagné. Il avait démantelé son monde antagoniste, récupéré la mémoire de sa femme et construit son héritage. Mais cela ne ressemblait pas à une victoire. Il n'y avait pas de triomphe, pas de satisfaction vindicative. Il n'y avait qu'un sentiment tranquille de justesse, d'un équilibre rétabli. Il n'avait pas écrasé ses ennemis. Il avait simplement tendu un miroir et les avait forcés à voir leur propre reflet. Il avait refusé de devenir comme eux, de laisser leur amertume empoisonner son propre cœur. Cela, réalisa-t-il, était la vraie victoire. Son chagrin pour Clara était toujours avec lui, un compagnon constant et silencieux. Cela ne ressemblait plus à une blessure à vif et ouverte, mais à une partie de ses propres fondations, une source de force et d'empathie. Il l'avait honoré non pas en détruisant sa famille, mais en construisant son rêve. Il avait choisi la création plutôt que la destruction. La vraie valeur, pensa-t-il, ne se mesure pas à la hauteur de votre maison ou à la taille de votre compte bancaire. Elle se mesure par l'intégrité de votre caractère et la dignité tranquille avec laquelle vous vivez votre vie. Le respect n'est pas quelque chose qui peut être exigé par un titre ou un nom de famille. Il doit être gagné par l'action, par la gentillesse, par la vérité. Les Vance avaient cru que leur domination était leur force, mais leur plus grande faiblesse était leur incapacité à voir la force de son humilité. Liam a pris une profonde inspiration de l'air frais de l'automne et s'est détourné de la ligne d'horizon, prêt à retourner au travail. Il avait un monde à construire. Il est facile de souhaiter une vengeance spectaculaire lorsque nous nous sentons lésés, mais comme nous le montre l'histoire de Liam, parfois la victoire la plus puissante consiste à refuser de s'abaisser au niveau de ceux qui vous ont fait du mal. Il s'agit de choisir l'intégrité plutôt que la colère et de construire quelque chose de positif à partir des cendres de votre douleur. Qu'avez-vous pensé du choix que Liam a fait à la fin? Était-ce de la justice ou de la miséricorde? Nous serions ravis de lire vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Merci de vous être joint à nous pour cette histoire. Si vous avez été ému par elle, s'il vous plaît laissez un j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires de justice, de rédemption et du pouvoir durable de l'esprit humain. Jusqu'à la prochaine fois, n'oubliez pas d'être la personne que vous voulez voir dans le monde.